Les podcasts du Figaro. Il est 13h le 19 janvier 1945, lorsque Robert Brasillac pénètre dans le box des accusés de la Cour de justice de la Seine. Il le quitte à 19h, condamné à mort. Malgré sa brièveté, ce procès avec celui du maréchal Pétain et sans doute celui de Pierre Laval est l'un des 3 procès de la Libération dont l'histoire garde la mémoire. Il fut et reste exceptionnel, par le caractère de l'accusé qui revendique ses responsabilités, par le talent de son défenseur, Maître Izorni, par le réquisitoire nuancé du commissaire du gouvernement, par l'attitude d'une partie de la presse soulignant la dignité des débats, et enfin, par la mobilisation d'intellectuels sollicitant du général de Gaulle la grâce du condamné. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à l'année 1945. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule, mettant fin à 6 années de guerre en Europe. Les Alliés venus d'Afrique du Nord, de Normandie et de l'URSS atteignent avec douleur Berlin dévasté. L'ordre qui vient est encore flou, mais déjà les géants américains et soviétiques entrent en concurrence. Dans ce 3e et dernier épisode, nous reviendrons sur les conséquences du conflit le plus meurtrier du siècle dernier. Des procès Brasillac et Pétain au retour des prisonniers et rescapés des camps, nous explorerons les fractures béantes qui demeurent au sein de la société française d'après-guerre. Nous tournerons enfin le regard vers Hiroshima et Nagasaki pour assister à la catastrophe nucléaire, point d'orgue de ce conflit effroyable. 19 janvier 1945. L'exécution de Brasillac. La guerre n'est pas terminée. Chaque jour apporte de nouvelles révélations sur les atrocités du régime nazi. Les foules communistes réclament la mort des collaborateurs. La plus grande confusion règne dans l'administration judiciaire, qui a été celle de la Troisième République avant d'être celle de l'État français. Le mot procès a un tout autre sens qu'aujourd'hui. Les instructions sont bâclées, les témoins absents ou menacés lorsqu'ils ne sont pas au service de l'accusation, les jurés partiaux puisque la moitié au moins a fait partie de la résistance. Les magistrats ayant tous, sauf un, prêté serment de fidélité au maréchal Pétain et pour beaucoup d'entre eux ayant condamné juifs, gaullistes, communistes. Ce sont là des conditions extraordinaires. Il a été décidé par décret que les actes du gouvernement de Vichy seraient considérés comme illégitimes. La tâche de la défense est donc impossible puisqu'elle ne peut pas plaider l'obéissance aux ordres. Devant les magistrats, Brasillac assume tout. Notamment cette phrase du 19 février 1944, publiée dans Révolution nationale. Qu'on le veuille ou non, nous aurons cohabité avec l'Allemagne. Les Français de quelques réflexions auront plus ou moins couché avec l'Allemagne durant ces années. Non sans querelle, et le souvenir leur restera doux. Lu par le commissaire du gouvernement le 19 janvier 1945, entendu par des jurés dont plusieurs ont souffert, qui ont tous perdu des camarades de combat, ces mots font mouche. Comme font mouche les violents articles antisémites, anti-gaullistes, anticommunistes, publiés chaque semaine dans Je suis partout. Qu'attend-on pour fusiller des députés communistes déjà emprisonnés ? L'accusation les cite, en sachant qu'il condamne à mort Brasillac. Le verdict rendu est donc sans surprise. La Cour, à la majorité, condamne Brasillac Robert, coupable du crime d'intelligence avec l'ennemi, à la peine de mort. Il sera fusillé. Mais il existe 2 Brasillac. À côté du polémiste dont nul ne défend les dénonciations et les violences de plume, il y a le très grand écrivain de Comme le temps passe. À l'initiative de François Mauriac, des signatures sollicitant la grâce de l'écrivain sont recueillies par son fils Claude. Et elles viennent de tous les horizons politiques. Le dessinateur Jean Eiffel, sympathisant communiste, Camus, Cocteau, Paul Valéry, Marcel Aimé, Jean-Louis Barrault et beaucoup d'autres. Maurice Schumann et Albert Bayet, hommes influents à gauche, interviennent même auprès du général de Gaulle. Mais le général, qui a cependant beaucoup gracié, 833 des 1212 condamnés à mort par les cours de justice, ne graciera pas Brasillac.
Robert Brasillac est fusillé le 6 février 1945 au pied d'une butte de gazon du fort de Montrouge. 23 juillet 1945. Vichy, au banc des accusés. Nous sommes dans la salle de la première chambre du palais de justice de Paris. C'est sous ces plafonds chargés de moulures que le procès le plus important de la Seconde Guerre mondiale a lieu. La petite salle peine à contenir la foule. On l'a choisie pour limiter l'affluence. La presse est là, le procès est filmé. Philippe Pétain s'avance en se tenant par moments au rempart de boisé. Il a endossé son uniforme militaire. Accusés, levez-vous. Quels sont vos noms, prénoms, âges et qualités? Pétain, Philippe, maréchal de France. Il fait l'impasse sur l'âge. Pétain a alors 89 ans et 3 mois, moins un jour. Après présentation de l'acte d'accusation, le maréchal lit un texte. C'est le peuple français qui, par ses représentants réunis en Assemblée nationale le 10 juillet 1940, m'a confié le pouvoir. Il dit qu'on est venu le chercher en 1940 et soutient qu'il a lutté de son mieux contre un occupant toujours plus agressif. Puis, après lecture de l'acte d'accusation, le maréchal Pétain lit un texte, un dernier message, par lequel il déclare qu'il ne répondra à aucune question. Qu'à cela ne tienne, puisque l'accusé se réfugie dans le silence, on ne lui posera pas de questions et voilà tout. La tension est vive. Mais les avocats s'animent, soulèvent de nouveaux incidents, le ton s'élève. Le procureur général Mornay réplique la barbe en bataille, le geste véhément, bondissant sous les allusions personnelles. La querelle devient plus vive, la salle est houleuse. Ce procès, le général de Gaulle avait souhaité qu'il n'eût pas lieu. Mais le maréchal prisonnier des Allemands à Sigmaringen a exigé, alors que le Troisième Reich agonisait, d'être conduit à la frontière suisse afin de pouvoir, en traversant rapidement le pays, se présenter aux autorités françaises. Il ne voulait pas, en effet, d'un procès par contumace. C'est le temps des témoins. 2 d'entre eux, Reynaud et Végan, s'affrontent violemment. Et devant Pétain qui lui jette un coup d'œil en biais, M. Paul Reynaud vient déposer le premier. L'ancien président du Conseil explique pourquoi et comment il a lui-même appelé Pétain au pouvoir. Les souvenirs affreux de 1940 reviennent. À quoi pense ce vieillard que la République combla d'honneur et qui déchira la République? Pense-t-il à ce jour où il serrait la main d'Hitler? Paul Reynaud, ancien président du Conseil, a lui-même fait appel à Pétain en 1940. Il soutient que l'armistice a été contraire à l'honneur de la France. Face à lui, le général Végan justifie l'armistice par la disproportion sans cesse grandissante entre forces françaises et allemandes, et parlait d'anglaise trop faible. Il s'engage alors entre ces 2 hommes une controverse sur la différence entre un cessez-le-feu et une capitulation. Le premier président Mongibaud et le procureur général Mornay mettent un terme à cette querelle en déclarant l'un et l'autre que le procès n'est pas celui de l'armistice. Il faut, disent-ils, qu'on commence à examiner les faits reprochés au maréchal à partir du 11 juillet 1940, le lendemain du jour où 569 députés et sénateurs, contre 80, lui avaient accordé les pleins pouvoirs. C'était ruiné en quelques mots toute la stratégie du général de Gaulle, fondée sur la dénonciation de l'affreux armistice, cet escamotage. De Gaulle ne le pardonna jamais. L'accusation produit ensuite ses témoins. Édouard Daladier, ancien président du Conseil et ministre de la Guerre pendant des années. Léon Blum, qui s'exprime avec intelligence et sévérité. Pierre Laval, à peine arrivé d'Espagne, d'où Franco l'a fait extrader. Le procureur général Mornay réclame la mort, au terme d'un réquisitoire nourri de faits et de citations. Les 3 défenseurs du maréchal plaident les difficultés sans cesse accrues d'une époque tragique. Magistrats de la haute cour, écoutez-moi, entendez mon appel. Vous n'êtes que des juges, je le sais, vous ne jugez qu'un homme, je le sais, mais vous portez dans vos mains le destin de la France. Il est 21h01 le 14 août, lorsque le maréchal Pétain se lève pour prendre la parole le dernier. Il évoque Verdun et compare son action de 1940-44 à celle de 1916. Puis, la cour se retire pour délibérer. Après 7 heures de débat, la mort l'emporte. 14 voix contre 13. Mais le premier juré de la résistance propose une motion exprimant le vœu que la peine ne soit pas appliquée. À bulletin secret, elle obtient 17 voix contre 10.
Philippe Pétain ne sera pas exécuté. Il est 4 heures du matin le 15 août lorsque le tribunal revient dans la salle d'audience. On est allé chercher le maréchal qui s'était légèrement assoupi après avoir assisté à la messe et communié. Il reste assis pendant la lecture de l'arrêt. Selon son avocat, il ne prend conscience ni de sa condamnation, ni de la demande de grâce. Garde, emmenez le condamné. La phrase du président Mongibaud ne figure pas au journal officiel. 18 avril 1945. Les grands retours. L'hôtel Lutetia fourmille de monde. Le bâtiment a été transformé en centre pour accueillir les rescapés des camps. Sur le parvis de l'hôtel, les Parisiens convergent vers des panneaux d'affichage. Des fiches ont été placardées, avec une photo des personnes recherchées, leur description et les circonstances de leur déportation. Familles et amis les scrutent. Les nouveaux occupants de l'hôtel Lutetia aussi. Une photo est prise par l'AFP à l'intérieur de l'hôtel, de ce que l'on appelle alors le bureau des renseignements aux familles. On y voit 4 hommes déportés, toujours dans leur costume rayé. L'un d'eux tend le cou vers les fiches signalétiques. Un autre a presque le nez sur ces photos d'hommes, femmes et enfants. En reconnaissent-ils certains ? Cherchent-ils à retrouver les familles pour leur permettre enfin de faire leur deuil ? Nous sommes en 1945 et la France voit revenir ses déportés et ses prisonniers de guerre. En 1940, Hitler avait écrit au maréchal Pétain que ses armées avaient capturé un peu moins de 2 millions de soldats et officiers français. Chiffre considérable, qui témoigne de l'ampleur de la défaite française. En mars et avril 1945, les prisonniers de guerre ne seront plus que 940 000, soit pratiquement la moitié. Les Allemands en ont libéré un grand nombre, autant pour répondre aux constantes demandes du maréchal Pétain que pour faire fonctionner des services français qui, en zone occupée, leur étaient indispensables. Si le nombre des prisonniers a diminué au cours de la guerre, celui des déportés, lui, n'a cessé de grandir. Mais au moment de la libération des camps, seuls 3% des 75 721 juifs déportés de France ont survécu à cet enfer. Reviennent également 50% des déportés politiques, soumis à des travaux pénibles, victimes de mauvais traitements, du typhus, des exécutions sommaires. Enfin, reviennent du STO, service du travail obligatoire en Allemagne, environ 800 000 Français. Sans oublier, car ils seront également rapatriés pour être arrêtés et emprisonnés, les Français engagés dans la division SS Charlemagne et plusieurs milliers de miliciens ayant cherché refuge en Allemagne en août 1944. Au total, plus de 2 millions de Français et de Françaises reviennent en 3 mois. Chacun avec son histoire. Michèle Agnel, résistante, témoigne de ses sentiments conflictuels à son arrivée à Paris, au micro de France 2. Il y avait les deux choses, c'était très ambigu, comme la joie d'être rentrée, de retrouver mon frère, et en même temps, cette grande douleur de savoir que mon père n'était pas rentré, et à cette époque-là, il y avait peu de chances pour qu'il rentre. Dans les camps de concentration, l'arrivée des Américains et des Anglais n'a pas immédiatement mis fin au drame. Des centaines de libérés, peu ou pas soignés, trop nourris parfois, meurent dans les jours qui suivent leur libération. Bergen-Belsen a été libéré le 15 avril par les Anglais, Montgomery. Jacqueline Tessier et Denise Hochstein, au micro de France 3. Un dimanche soir, à 17h, on a entendu les voitures radio passer. Françaises, Français, vous êtes libres, mais votre camp est dans un tel état de putréfaction que ce soir, nous ne pouvons pas entrer dans vos baraques, mais dès demain, vous aurez des soins. C'était des militaires. Alors le lendemain matin, ils sont arrivés avec des grandes combinaisons. Et puis là, ils nous ont poudrés, parce qu'on était remplis de poux. Ils nous ont poudrés au DDT, pour commencer. On était toutes blanches partout. Et puis après, on nous a donné du lait chaud. Oui, mais
Quant à la diarrhée, puis boire du lait chaud. Et puis, il y a eu énormément de rescapés qui se sont précipités sur la nourriture, n'importe comment. Ils ont trouvé des tonneaux de choucroute, ils ont mangé ça et ils sont morts. Parce qu'on ne peut pas se réalimenter avec de la choucroute crue. Après, ils ont fait un tri. Les personnes qui pouvaient être rapatriées ont été rapatriées. Et puis les autres, comme moi, ils m'ont mis dans une maison, dans une grande baraque, avec d'autres malades, pour nous soigner avant d'être rapatriés. Et on nous a collés au 2e étage des casernes. Je n'arrivais pas à monter les 2 étages, je les ai montés sur les fesses. J'avais plus la force de monter les marches. Donc, on a été libérés le 15 avril. Mais moi, j'ai été rapatriée que le 7 juin. Et je faisais 28 kilos au rapatriement. Les 2 poumons touchés. J'ai fait 8 ans de tuberculose après. J'ai mis des années avant que mes intestins se guérissent. Je ne sais pas comment j'ai résisté. De l'impatience comme de la misère des déportés, Christian Pineau, déporté à Buchenwald, se fera dès son retour le porte-parole auprès du général de Gaulle. Mon général, il est urgent que mes camarades soient rapatriés. Surpris par la passion de Pineau, de Gaulle va immédiatement donner un certain nombre d'instructions qui accéléreront un peu les retours. L'état des déportés requiert des soins prolongés, raison pour laquelle ils sont reçus à l'hôtel Lutetia, dans des camps de la Première Armée ou dans des hôpitaux. Mais les prisonniers de guerre se trouvent livrés à eux-mêmes une fois sur le sol français. Ils découvrent entre leur captivité en mai 1940 et leur libération 5 ans plus tard que les prix ont prodigieusement augmenté et qu'avec leur faible prime de démobilisation, 6 000 francs, ils ne peuvent même pas s'acheter un costume dont le prix dépasse souvent 8 000 francs. Des manifestations de rue dégénèrent parfois en pillage de magasins de vêtements. Mais il y a plus grave. Après 5 ans de captivité, beaucoup de prisonniers retrouvent des familles brisées. Pour la première fois dans l'histoire, les hommes sont plus nombreux que les femmes à demander le divorce. « 6 août 1945, Hiroshima, le coup de grâce. À 8h, 15 minutes, 15 secondes, une bombe est larguée d'une altitude de 9467 mètres sur Hiroshima, au Japon. 43 secondes plus tard, elle explose à 600 mètres. Un éclair brillant. Hiroshima n'existe plus. Parmi quelques 245 000 habitants, près d'un tiers meurent sur le coup. 13 982 sont disparus et 40 000 blessés. Ceux qui se trouvent dans un rayon de 500 mètres autour de l'explosion sont désintégrés par une température de plus de 3800 degrés. Les autres succombent par éclatement des vaisseaux ou des viscères, projection contre les murs ou le sol. Des ondes radioactives provoquent, même chez ceux qui semblaient indemnes, des crises d'anémie aiguës, avec destruction des globules blancs ou du système immunitaire de l'organisme. Les premières équipes médicales accourent de la base de Kure. Un message est envoyé aux autorités de Tokyo. Une seule bombe était responsable de la catastrophe. Des survivants d'Hiroshima témoignent dans le documentaire « Sous le nuage d'Hiroshima ». Je marchais vers Sendamachi et soudain il y a eu un boom. Et tout à coup, une énorme boule de feu est entrée par la fenêtre. Je me suis accroupi en essayant de protéger mes yeux et mes oreilles. C'était au-dessus de l'hôpital Tsushiya. J'ai vu la bombe tomber.
Le souffle m'a projeté, j'avais encore tous mes papiers dans les mains. Et puis j'ai perdu conscience. Personne ne parlait. Tout le monde était silencieux, allongé sur le sol, face contre terre. Certains pleuraient de douleur. Tous ressemblaient à des monstres. D'autres avaient le visage brûlé. Il y avait une femme qui portait un enfant. Elle avait des couettes. Je suppose que c'était la grande sœur de l'enfant. Elle criait et tournait autour de moi en tenant l'enfant carbonisé dans ses bras. Les enfants, les femmes et les personnes plus âgées étaient considérés comme des êtres faibles. Seuls les hommes devaient être évacués. Pour gagner la guerre, il fallait des personnes capables de tenir une arme. Les femmes ne savaient pas. Donc on ne voyait pas l'intérêt d'aider les femmes et les enfants tout de suite. Ils devaient attendre leur tour. Ils marchaient tous comme cela, comme des morts-vivants. Ils marchaient, lentement mais ils marchaient. Je me suis demandé pourquoi des chiffons sales étaient suspendus à leurs bras. En fait, c'était leur peau pelée. C'est ce que j'ai compris à l'hôpital. Je le tenais par la main en lui disant « Ça va ?» La peau de son bras a commencé à se détacher. C'était sa main. Sa main. Sa peau avait entièrement glissé à la manière d'un gant mouillé. À bord du croiseur Augusta, le président Truman, qui a succédé au président Roosevelt mort quelques mois plus tôt, reçoit l'annonce du lancement et du succès de la bombe à l'uranium 235 de 4,4 tonnes, baptisée ironiquement Little Boy à cause de son modeste diamètre. Il dit à l'équipage du croiseur que cette arme nouvelle pourrait mettre rapidement fin à la guerre du Pacifique. C'est bien en effet pour en finir vite, pour ne pas avoir à débarquer au Japon, ne pas avoir à y affronter non seulement une armée mais un peuple prêt à mourir, que Truman, Churchill et Staline avaient décidé à Potsdam, en juillet 1945, de l'emploi de cette bombe nouvelle, dont le premier exemplaire venait d'être testé dans le désert du Nouveau-Mexique. Il s'agissait de faire comprendre aux pacifistes et à l'empereur Hirohito qu'il n'existait pour le Japon pas d'autre solution qu'une capitulation immédiate. Une capitulation aux conditions des États-Unis, de la Grande-Bretagne, mais aussi de l'Union soviétique. Pour appuyer en quelque sorte l'effet militaire, diplomatique et psychologique de la bombe d'Hiroshima, Truman décide de continuer les opérations comme prévu, c'est-à-dire de lancer Fat Man, une bombe au plutonium de 4,9 tonnes, dont la charge représente 21 000 tonnes d'explosifs. Kokura est désigné comme objectif. Le mauvais temps sauve Kokura, mais perd Nagasaki, objectif de remplacement. La bombe est lancée à nouveau à vue, comme à Hiroshima. Elle épargne le centre, mais atteint un quartier dans lequel la densité de construction est faible. Mais elle tue malgré tout entre 40 000 et 75 000 personnes et en blesse 60 000. Tout en ne possédant plus de bombes atomiques en stock, les Américains laissent croire que Tokyo, puis toutes les autres grandes villes japonaises, connaîtront le sort d'Hiroshima. Devant cette menace d'anéantissement, l'empereur Hirohito annonce à ses sujets qu'il a décidé d'accepter les termes de la déclaration commune des puissances, c'est-à-dire la capitulation. Le conflit le plus meurtrier de l'histoire est terminé. Au total, on estime à 60 millions le nombre de victimes, dont plus de la moitié étaient des civils. Plus de 11 millions de personnes ont été exterminées par le régime nazi. 6 millions de juifs et 5 millions de victimes non juives. Prisonniers soviétiques, Roms, prêtres et religieux catholiques, personnes de couleur, handicapés, homosexuels, personnes souffrant de maladies mentales. Sans parler des bilans matériels et psychologiques. Villes rasées, dizaines de millions de personnes déplacées, pauvreté extrême, maladies,
stress post-traumatique. La Seconde Guerre mondiale est finie. Son histoire nous hante toujours. Merci d'avoir écouté ce 3e et dernier volet des sagas du Figaro Histoire consacré à l'année 1945. Cet épisode a été adapté pour l'audio d'après le texte de Henri Amouroux pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon avec les voix d'Emmanuel Vieilly et Louis Chabin. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série 1945, La Chute, est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.